clairement aujourd'hui le début de ce qu'on peut appeler une deuxième vague. Il faut appeler un chat, hein. Donc on a le virus qui se remet à circuler, et cette recirculation, elle a commencé à partir de la fin du mois d'août, et elle a probablement été un peu amplifiée avec le début des classes, et en fait les regroupements des familles dans les villes, et le début de la scolarité des collèges et des universités. C'est un peu une surprise, parce qu'on s'attendait probablement à ce que cette recirculation du virus se fasse un tout petit peu plus tard dans la saison, pour des raisons probablement que la reprise de la circulation du virus se ferait plus lentement et qu'on aurait un petit peu plus de temps. Donc c'est vrai que c'est parti un peu plus vite que prévu. Il ne faut toutefois pas comparer en termes d'intensité ce qu'on a vécu au mois de mars et ce qu'on observe maintenant. Parce qu'au mois de mars, c'était vraiment une augmentation explosive du nombre de cas qui était traduit par un R0 aux alentours de 3, alors que là, on a une circulation intense du nombre de cas, avec une augmentation significative, avec une courbe d'accroissement plus lente, mais significative, avec un R0 qui est aux alentours de 1,5, c'est-à-dire qu'il a baissé de moitié. Et ça, c'est super important de comprendre que ce virus, si aujourd'hui il a son R0 qui a baissé de moitié, ce n'est pas lié au virus qui a changé, c'est lié à notre comportement qui a changé. Et le fait que l'on applique des mesures d'hygiène, qu'on applique des mesures barrières, qu'on utilise la distanciation physique, fait que le niveau de transmission a baissé, et ça nous permet de réduire le R0 globalement aux alentours de 40 à 45% de ce qu'il était au départ. Mais ça nous laisse un R0 qui reste élevé, équivalent à celui de la grippe. Et si on veut pouvoir continuer à faire baisser cette transmission, il va falloir soit s'astreindre à appliquer encore plus, de façon encore plus drastique, je dirais, ces mesures d'hygiène, ces mesures barrières, ces mesures de distanciation, soit surtout rentrer dans une logique d'isolement qui permet de sortir les cas infectés, donc la source infectieuse de la communauté, avec un espèce d'auto-isolement, pendant la période de contagiosité qui dure en général pas plus d'une semaine, de façon à ce qu'on évite les cas secondaires. Et si on arrive à gérer ça et à enlever un certain nombre de situations où le risque de transmission est élevé, on va pouvoir le baisser, et comme ça, même en l'absence de vaccin, même en l'absence de traitement, on pourra maîtriser l'épidémie. Dans la gestion du coronavirus et de la Covid, en fait, on est obligé de se projeter dans la durée. Parce que ce virus, il est avec nous, il va rester avec nous. Donc, en gros, il y avait deux stratégies qui se présentaient lorsque le virus a commencé à circuler. Est-ce qu'on s'appuie sur l'immunité collective, en laissant en quelque sorte l'épidémie se répandre, et dire, bon, bah, les gens vont s'immuniser, il va y avoir de la protection à partir de l'immunité qui se développe, et donc, progressivement, le risque va disparaître, avec bien évidemment le coût en termes de vie et de recours aux soins que génère la première circulation du virus, ou est-ce qu'on essaye de mettre en place des mesures qui, certes, peuvent être contraignantes, mais vont freiner la diffusion du virus et freiner la mortalité? Il y a un seul pays dans le monde, vraiment, qui a décidé de prendre le choix de l'immunité collective, c'est la Suède. L'ensemble des autres pays d'Europe ont fait, comme en France, le choix de la rupture de la transmission avec des mesures d'hygiène renforcées et surtout une période de confinement. Eh bien, ce qui a toujours été très clair dans l'esprit de tout le monde, c'est qu'on est sur une vision long terme. Et la vision long terme, c'est se dire finalement quel est le meilleur moyen d'arriver à l'immunité collective au bout du compte. Au bout du compte, ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et la Suède est partie de l'idée que dans un pays avec une densité de population faible, une répartition extrêmement importante du nombre de personnes, des personnes finalement qui ne vivent que pour une partie d'entre eux dans des grands centres urbains. C'est-à-dire, vous voyez que je dépeins une situation très différente de la France. Eh bien, avec un système de santé qui sera en capacité de répondre aux besoins de santé publique avec les demandes de coronavirus, ils ont dit on va donner des messages pour les plus âgés, mais on va laisser l'épidémie faire. Résultat des courses, en comparaison par rapport à la Finlande et la Norvège ou le Danemark, qui sont des pays qui sont juste à côté en quelque sorte, et qui ont une philosophie de fonctionnement et puis une densité de population à peu près similaire, le taux de mortalité en Suède est 100 fois supérieur
à ce qu'on observe au Danemark, en Norvège ou en Finlande. Mais aujourd'hui, ils disent qu'ils sont allés jusqu'au bout de leur logique de l'immunité collective, puisqu'ils considèrent aujourd'hui qu'il y a une immunité qui est acquise par la population, qui est suffisamment importante pour freiner la diffusion du virus. À quel coût? Et c'est le choix qu'on n'a pas fait. Et l'autre chose, c'est qu'ils admettent intrinsèquement, en s'appuyant sur l'immunité collective, que cette immunité collective, elle sera durable. Et que donc, il n'y aura pas de cas de réinfection et qu'il n'y aura pas de recirculation du virus. Ou alors seulement à bas bruit. Et on voit que ça repose sur beaucoup d'hypothèses. Et le choix qui a été fait de faire plutôt de la protection, c'est de dire, eh bien finalement, on va essayer de réduire le nombre de cas jusqu'à ce qu'on ait un outil qui va nous permettre de répondre à la question de l'immunité collective, qui est le vaccin. Et si ce vaccin apparaît dans quelques mois, ce qui est parfaitement possible, on voit que en ayant réduit le nombre de contacts et le nombre de décès, le nombre d'hospitalisations pendant une certaine période, et ensuite en faisant une immunité par une vaccination et non pas une immunité post-infectieuse, on économise un certain nombre de décès qui n'auront pas été économisés par la Suède. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours analyser ça sur le long terme, faire le bilan de qui avait raison, qui avait tort. Il faudra le faire probablement dans 2 ans ou dans 3 ans. Et à ce moment-là, on saura effectivement, pour la prochaine fois, comment est-ce qu'il faut faire. Dans la dynamique des viroses de l'hiver, on sait qu'on a un autre pathogène qui pose des problèmes régulièrement, avec lequel il y a une mortalité associée qui peut être importante aussi, c'est la grippe. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, sur les données de l'hémisphère sud, on sait que les 2 virus n'arrivent pas à circuler en même temps. Ils circulent en séquence. Le coronavirus d'abord, parce qu'il est plus contagieux, parce qu'il est plus agressif que le virus de la grippe, et dans l'hémisphère sud, le virus de la grippe a pratiquement disparu. Il n'y a que dans les zones où le coronavirus a peu circulé que le virus de la grippe a circulé. La deuxième chose, une question qui se pose aussi, c'est est-ce que ces virus sont capables d'échanger du matériel génétique entre eux? La réponse est non. Ça n'est pas possible. C'est des virus qui ont une biologie qui est trop différente. Le coronavirus, pour faire des choses très simples, c'est un ARN monobrin positif et le virus de la grippe, c'est un ARN multibrin négatif. Donc les biologies sont complètement différentes. Ils ne peuvent pas se recombiner. Ce qui peut arriver, et ce qu'on a observé par contre au cours de la première vague, c'est que les infections séquentielles chez un même individu, grippe puis coronavirus, ont été associées à une mortalité plus élevée. Et donc, on voit que quand on cumule au cours du même hiver les 2 infections, le système immunitaire probablement perd en performance et il y a un risque de surmortalité qui est important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré le contexte qui est essentiellement tourné autour de la Covid, on parle déjà de la grippe et on parle de la vaccination contre la grippe en disant on doit protéger les plus fragiles. Il faut donc éviter qu'ils fassent ces 2 infections. Si le virus de la grippe est amené à circuler, il faut impérativement qu'il soit le mieux protégé de façon possible, qu'il soit le mieux protégé et il faut donc qu'il soit vacciné. Donc il y a une campagne de vaccination qui a une finalité antigrippale de façon à réduire la mortalité sur l'ensemble de l'hiver, mais cette mortalité elle ne sera réduite que vis-à-vis de la grippe. Le vaccin contre la grippe ne protège pas contre le coronavirus.